et ce passage à Météo France, il a été important pour moi pour la suite parce que j'étais déjà bien sensibilisée sur les sujets climatiques, mais à Météo France, j'ai rencontré les climatologues qui contribuent au rapport du GIEC. Donc, on avait souvent des conférences avec eux. Donc c'était pas, voilà, cette formation sur l'habitat participatif, c'était intéressant, mais c'était pas, je me suis pas sentie spécialement à ma place. Je me suis pas dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse non plus, quoi. Pourquoi il y a tant de travail, tant de personnes qui sont malheureuses dans leur travail et si peu qui finalement osent se reconvertir pour avoir un métier qui a plus de sens. J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute, quoi. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois, on reçoit autre chose que ce qu'on attendait. La vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 4, Anaïs. De l'aéronautique à l'artisanat. Anaïs, bonjour. Bonjour. Anaïs, tu es la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Olélé et on échange aujourd'hui pour un podcast qui s'appelle Bifurqué. La première question que je voudrais te poser, c'est comment ça va? Ça va très bien, merci. Simple, efficace. La seconde, un peu plus dure, on monte en niveau. Ah, Qui es-tu? ah. Euh, Pas facile, pourtant. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc, moi, je suis la fondatrice d'une laiterie artisanale dans Bordeaux qui s'appelle Olélé. Et je suis aussi la maman de deux petits garçons qui ont 3 et 5 ans. D'accord. Donc, à la question volontairement très ouverte, qui es-tu? Tu me réponds par ta profession et par le fait que tu es maman. On va voir si ça définit qui tu es dans la suite de cet entretien. Question dans la veine des deux précédentes tout aussi bizarre. J'aimerais savoir ce que tu aimais faire quand tu étais petite. Quand j'étais petite, j'aimais faire des mises en scène et me filmer avec ma cousine à faire des petites scènes de théâtre. Tu avais caméra et tout ce qu'il faut. Oui, alors c'était pas la nôtre, hein, c'était celle de nos parents, mais on utilisait la caméra des parents quand ils étaient couchés, ouais. Et quel genre de scène c'était? Ah, ça dépend, on faisait des fausses émissions de télé, ça nous arrivait. Euh, et après, on faisait des petites mises en scène en dehors aussi, comme si on vivait des petites aventures et voilà, on se racontait des petits scénarios comme des petits films, quoi. Donc, il y avait de la créativité en toi Ouais, à ce moment-là. On va voir c'est ça. si tu l'as conservé ou pas. T'as grandi de quel côté? J'ai grandi à Grenoble, dans les Alpes, donc dans le pays du Saint-Marcellin, notamment. Ah, est-ce que c'est un teaser pour dire qu'il y a peut-être un lien avec C'est ton possible. activité aujourd'hui, Oui, tout comme un, ça est très prémédité. comme un retour aux sources? Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire plus tard quand tu étais petite? Est-ce que tu avais eu une idée ou pas du tout? Non, non, j'avais pas vraiment d'idée. Moi, j'ai toujours bien marché à l'école euh, et j'étais dans une famille assez scientifique. On parlait beaucoup à table des sciences, de la physique. Enfin, ça faisait vraiment partie de notre culture. Et du coup, je me suis pas vraiment posé la question jusqu'au moment du bac, parce qu'évidemment, j'ai fait la filière scientifique. Avant, il n'y avait pas vraiment de débat. Et au moment de la terminale, j'ai un peu hésité entre médecine et le cursus ingénieur.
Et puis finalement, je suis partie dans le métier d'ingénieur. Moi, il me semblait à l'époque que pour faire médecin, il fallait vraiment avoir la vocation, qui n'était pas mon cas. Donc voilà, c'était un peu le choix, un peu par défaut, mais aussi par le goût des sciences, de partir en cursus ingénieur. Donc, tu as eu un diplôme, j'imagine, d'ingénieur. Tout à fait. Et il a fallu s'insérer. Alors, en poursuivant ces études d'ingénieur, est-ce qu'il y a des choses qui, du coup, se sont dessinées dans ton esprit de ce que tu voulais faire comme métier? Ou est-ce que bah, tu t'es laissé porter jusqu'à trouver un travail et envoyer les candidatures là où on voudrait bien d'une ingénieure? Oui, alors globalement, je me suis assez laissée porter et j'ai essayé le plus possible de reculer le moment où il faudrait choisir une spécialité. Donc j'ai fait déjà une classe préparatoire assez généraliste. Et ensuite, quand j'ai choisi mes écoles, j'avais des choix assez disparates. Donc bah, le premier, c'était une école généraliste que j'ai pas eue. J'ai eu mon deuxième, donc qui est une école d'aéronautique, et mon troisième, c'était une école de chimie. Donc, donc on peut dire que j'avais pas vraiment de plan de carrière défini. J'étais plus à me laisser un peu porter et voir où ça me menait. Après, non, après, moi, j'ai toujours un peu fonctionné, voilà, en fonction des opportunités qui se présentaient et puis du ressenti au moment présent, de savoir si, voilà, si j'avais envie de le faire, si mon instinct, il me disait d'y aller ou pas. C'est plutôt comme ça, que j'ai construit ma carrière, en fait. Et c'est comme ça que tu as atterri dans l'industrie aéronautique, si mes sources sont bonnes? Oui, c'est ça. C'est ça. En sortie d'école, j'ai commencé à faire du travail en sous-traitance, donc voilà, derrière une société de service, comme beaucoup de jeunes diplômés. Et ensuite, ensuite j'ai eu une opportunité justement de rentrer chez Météo France. Donc ça a été mon premier poste un peu dans une grosse structure et ça a duré 4 ans. Et ce passage à Météo France, il a été important pour moi pour la suite parce que j'étais déjà bien sensibilisée sur les sujets climatiques, mais à Météo France, j'ai rencontré les climatologues qui contribuent au rapport du GIEC. Donc, on avait souvent des conférences avec eux pour présenter les différentes versions qui sont sorties et les rapports intermédiaires là, pendant ces 4 ans. Et ça a vraiment, voilà, ça a vraiment eu un impact par la suite. Ça, pour situer, c'est Voilà. quelle période à peu près ces 4 ans? Alors, il faut que Météo France, c'est 2012 à 2016. Voilà. D'accord. Donc, tu as eu une prise de Oui, conscience sur la situation climatique bien avant la prise de conscience généralisée, ou que même nous, on a eu chez les Pandarous qui se situe à 2017, quoi. oui, bah après j'étais vraiment au plus près hein, de ceux qui écrivaient ce rapport et ce qui me touchait, c'était d'une part, on va dire la vérité froide et indiscutable de leur présentation, mais c'était aussi la, la passion de ces scientifiques qui alertent depuis à l'époque, ça faisait déjà bien 15 ans hein, que ça existait et qui commençaient à alerter. Et face à l'inaction générale, voire l'indifférence et même la remise en cause dans certains cas. Et j'ai été vraiment touchée par ces personnes-là qui continuaient malgré tout à essayer de faire passer leur message. J'ai trouvé ça ouais, très, très touchant, quoi. Qui ont d'abord été ignorés, puis un peu moqués, puis aujourd'hui, on s'en méfie comme le loup blanc, puis je crois même qu'on a décidé carrément de tailler dans les effectifs du côté de chez Météo France, comme ça au moins on n'a plus de... Oui, régulièrement, oui. Du coup, à 4 ans chez Météo France, Oui. prise de conscience, j'ai envie de dire vraiment factuelle, en ayant les sources à portée de main. C'était même carrément incarné, toi, cette prise de conscience. Du coup, tu restes chez Météo France, tu fais quoi? Ton parcours Alors, après, c'est... Parce que du coup, c'est ouais, 2016, la fin. 2016. Et oui, mais que s'est-il passé entre-temps? Voilà. Les Français veulent savoir, Anaïs. Et bien sûr, hein, je comprends, je comprends. À Météo France, j'étais en CDD, donc comme c'est la fonction publique et que j'ai pas le statut de fonctionnaire, ils pouvaient pas me garder. Donc j'avais en tête de toute façon de quitter et je m'étais dit ben voilà c'est parfait. Fin de CDD, droit au chômage et 2 ans pour construire justement
ma transition professionnelle en essayant de trouver un métier qui avait un impact un peu plus positif sur l'environnement. Et donc, j'ai tenté une première reconversion à ce moment-là. J'ai commencé à me former à l'accompagnement, à la mise en place de projets d'habitat participatif. Alors, je ne sais pas si tu connais l'habitat participatif. Ben, j'ai pu en regarder une ou deux formes, mais en fait, ça change d'un endroit Oui, à l'autre, en fait. ouais, c'est très variable. Bah, le principe, en fait, c'est de mutualiser des espaces de vie et de bâtir des habitats dans lesquels on va partager plus. Alors, il y a plein de formats différents, hein. Ça peut être des habitats à partir de 3 foyers. En général, on parle d'habitat participatif, mais ça peut aller jusqu'à des immeubles entiers. Et on peut partager plus ou moins de choses en fonction de ce qu'on veut. Classiquement, généralement, on partage un jardin, on partage éventuellement une chambre d'amis, un atelier. Voilà. Et l'avantage de ces projets, enfin, il y a beaucoup d'avantages, mais ça crée du lien, souvent multigénérationnel et entre différentes classes sociales. Et puis, ça permet de réduire les impacts environnementaux, parce qu'on va avoir des logements qui sont du coup moins grands. Et puis, ces projets, ils sont toujours, enfin, grosse majorité construits avec une volonté en plus d'avoir une sobriété énergétique dans la construction, dans la façon dont on va vivre. Donc, c'était ça que je trouvais intéressant. C'était de quel côté et du coup, quelle forme a pris, toi, le projet? Alors la formation, donc l'idée c'était de pouvoir Ah, accompagner des groupes qui voudraient se monter en habitat participatif. Et ça m'allait bien parce que moi je faisais beaucoup de gestion de projet dans mon métier d'ingénieur. Et du coup je m'étais dit bon ben voilà, parfait, transition facile, je vais juste appliquer mes compétences de gestion de projet à un autre secteur. Et je trouvais ça intéressant. La formation elle était à Montpellier. C'était une formation sur un an. Sauf que, en fait, rapidement après avoir commencé, j'étais contactée par Airbus qui cherchait quelqu'un pour travailler sur des sujets météo chez eux, donc avec une double compétence aéro et météo. Et comme j'avais le profil idéal et que j'étais au chômage, et je me suis dit que c'était une opportunité que je pouvais pas laisser passer, encore une fois. Donc, du coup, j'ai commencé les deux un peu en parallèle, ma formation et puis Airbus. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai arrêté la formation parce que j'y arrivais plus. Donc, donc, voilà. c'est Donc marrant retour dans l'industrie aéronautique. Du coup, tu es la quatrième Voilà. personne que j'interviewe pour ce format et vous êtes vraiment tous très différents. Tu es la première qui a débifurqué une Ouais, c'est première ça. fois. Mm. Et donc Airbus, et donc là Airbus, t'as pris ton rythme de croisière Voilà, c'est ça. pendant quelques Oui, années. et du coup, Airbus, j'y suis restée jusqu'à, c'était quand est-ce que je suis partie? 2022, ouais, 6 ans. Mm. Et quand même, là, au moment où tu repars pour Airbus, où tu fais le choix, entre guillemets, de la facilité, et ça n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein, moi-même, des fois, j'ai un peu cédé à la facilité. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, quand même, cette affaire d'accompagnement de projet, habitat participatif, j'aurais pu aller creuser ça un peu plus? Est-ce qu'il y a des remords? Euh, À suivre.